Bonjour tout le monde et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour faire cette conférence sur l'index de mesure de hauteur de la rotule que nous avons mis au point avec Gérard Deschamps. Voilà, plus de 40 ans. Donc 40 ans, ça commence à faire un petit bail. Bon, ça marche pas. Non, mais avec ça ou avec celui-là? Non. Ah, ben si, c'est à gauche, d'accord. Ok. Alors, on l'a vu tout au long de ces journées, évaluer la hauteur de la rotule est très important, ne serait-ce que pour les anomalies de hauteur de la rotule comme les patella alta ou les patella infera, mais aussi pour toutes les autres pathologies du genou, qu'il s'agisse d'arthrose, qu'il s'agisse de maladies d'Osgood-Schlatter, de Sinding-Larsen-Johansen, de fractures, et plus spécifiquement également, avoir une mesure de hauteur de la rotule pour les prothèses totales du genou est aujourd'hui très important. Alors, dans les années 70, dans le service de mon maître Albert Trillat, on n'avait qu'une seule technique pour mesurer la hauteur de la rotule, c'était la méthode de Blumensaat qui avait été publiée en 1938. Et vous voyez, c'est la ligne intercondylotrochléenne qui nous donnait la hauteur de la rotule. On verra quels en sont les problèmes. Et puis, en 71, ce qui est l'année de mon internat d'ailleurs, Insol et Salvati ont publié leurs mesures de hauteur et j'en ferai une petite analyse critique également. En 77, Albert Trillat me donne comme sujet de thèse les ruptures du système extenseur du genou en dehors des fractures de la rotule. Et on en a largement parlé hier. Et à l'époque, on avait dans le service d'Albert Trillat, mais aussi d'Henri Dejour et de Gilles Bousquet, on avait 130 ruptures du système extenseur en dehors des fractures de la rotule. Ce qui était à l'époque la plus grosse statistique mondiale que malheureusement nous n'avons pas publiée. Alors, le problème, lorsque j'ai voulu travailler sur ce sujet de la hauteur rotulienne, il fallait que je sache, ça n'était pas toujours évident, quand il y avait une rupture du système extenseur, mesurer la hauteur de rotule. Et la plupart des radios, pour ne pas dire la totalité des radios, étaient incorrectes. De mauvaise qualité, plus ou moins de face, plus ou moins de profil, de 3/4, n'importe quel degré de flexion. Donc on ne pouvait pas utiliser les indicateurs habituels, on le verra. Et j'avais besoin, pour mesurer la hauteur de rotule, d'avoir un repère osseux fixe qui soit indépendant du degré de flexion du genou, indépendant de la qualité des films radiographiques et indépendant du sexe également. Alors, donc, je vous l'ai dit, on avait deux techniques à notre disposition, mais chez Albert Trillat, on utilisait essentiellement Blumensaat. Alors, Blumensaat, comme vous voyez, la ligne intercondylotrochléenne, elle va varier avec le degré de flexion du genou, et plus l'angle U, qui est l'angle de Bratstrom, il a une variation anatomique de 20 à 60 degrés. Donc, vous comprenez que la ligne intercondylotrochléenne n'est pas toujours dans la même position. En ce qui concerne l'index d'Insol et Salvati, qui était une avancée formidable, il y a un gros problème, c'est qu'il faut absolument visualiser l'insertion du tendon rotulien. Et vous voyez que sur la radiographie à droite, où est l'insertion du tendon rotulien? Comment fait-on pour mesurer la hauteur de rotule? Dans ce cas-là, avec... Bon, on voit bien que c'est une rotule basse, bien évidemment, mais si on veut quantifier les choses, comment fait-on pour mesurer si dans ce cas-là? Donc, ça pose problème, la technique d'Insol et Salvati, sur l'insertion du tendon rotulien. Et donc dans ma thèse, c'était pas le sujet de ma thèse, mais enfin, de ce fait, j'avais consacré 3-4 pages à cette nouvelle technique de mesure de hauteur de la rotule. Et comme vous le voyez, j'avais déjà déterminé un index normal, parce que j'avais vérifié des mesures sur des sujets normaux, de mâles et femelles. Et vous voyez que la hauteur normale était 0,5 et j'avais défini déjà les patella infera avec un index inférieur ou égal
à 0,3 et les patella alta avec un index supérieur ou égal à 1. Et pendant 5 ans, on a pu enfin, dans le service d'Albert Trillat et d'Henri Dejour, ensuite, mesurer et traiter les anomalies de hauteur de la rotule de façon rationnelle avec un index qui permettait de faire une correction qui soit tout à fait correcte et exacte. Alors, je passe ma thèse au mois de mai 1977 et au mois de juin 1977, quelle n'est pas ma surprise de voir dans le GBJS anglais cet article de Blackburn et Peel mesurant la hauteur de rotule. Peut-être que si j'avais vu cet article avant de commencer ma thèse, j'aurais peut-être pas développé l'index que vous connaissez. Mais, de toute façon, Blackburn et Peel, c'est un très mauvais index, très mauvais, parce qu'il dépend de 2 facteurs qui varient, vous voyez, sur la radiographie, je vous ai montré, c'est le même malade, à droite, ça dépend du degré de flexion du genou, comme d'habitude, comme une Insole et Salvati, alors il faut que ça soit à 30 degrés de flexion, et d'autre part, ça dépend de la pente tibiale, et vous savez que la pente tibiale varie chez les sujets, et puis ensuite, elle peut varier également lorsqu'il y a des éléments pathologiques, comme une fracture de plateau tibial, une séquelle opératoire, et donc vous voyez pour le même malade, là, l'index de Blackburn et Peel, il y a 2 valeurs qui sont complètement différentes. Et quelle valeur faut-il prendre? Voilà, c'est un vrai problème. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas un bon index. Alors en 82, Henri Dejour me demande de coacher Gérard Deschamps, qui était notre interne à l'époque, pour faire sa thèse sur les rotules basses, patella infera. Moi j'avais déjà pas mal travaillé sur les rotules hautes, sur les rotules basses, et donc j'ai aidé Gérard Deschamps à faire sa thèse, et vous voyez que 131 observations, c'était quand même une thèse relativement importante, et c'était la plus grosse... c'est la première fois d'ailleurs qu'on expliquait quelle était la pathogénie des rotules basses et les Américains nous ont laissé la paternité de l'explication physiopathologique des rotules basses. Si vous regardez des articles sur les rotules basses, notamment un peu historiques, et vous verrez qu'ils font référence au travail que nous avons fait avec Gérard Deschamps. Alors, avec Gérard Deschamps, on a pas mal discuté, bien évidemment, quand on aide quelqu'un à faire sa thèse, et on s'est dit qu'il fallait aussi éliminer les anomalies rotuliennes, notamment les patella magna ou les ostéophytes rotuliens. Donc c'est pour cette raison que nous avons modifié mon index originel en prenant la longueur, la facette articulaire de la rotule, comme dans Blackburn et Peel, et pour arriver, vous voyez, vous avez mon index original, pour arriver à droite à l'index que nous avons décrit avec Gérard Deschamps. Et bon, à cette époque, j'ai dit à Gérard, écoute, il n'y a pas de raison qu'on appelle ça que l'index de Caton, on a travaillé ensemble, on va l'appeler index de Caton et Deschamps, 1982. Voilà, donc cet index, vous l'avez vu en long, en large et en travers depuis déjà quelques jours, voire quelques années. Vous avez les valeurs normales, vous voyez que c'est 1, quel que soit le sexe, indépendant du sexe. Les patella alta, c'est supérieur ou égal à 1,2, on oublie toujours le égal. Et pour les patella infera, c'est inférieur ou égal à 0,6. En sachant, comme je l'ai dit hier, qu'entre 0,6 et 0,8, on a des patella alta qui, en fonction des patella infera, je veux dire, qui, en fonction des signes cliniques, peuvent nécessiter une correction chirurgicale, comme l'a bien montré David Dejour. Alors voici 2 exemples avec une belle dysplasie fémoro-patellaire à gauche et puis une rotule basse post-infectieuse après ablation de matériel à droite avec un index à 0,54. Alors quels sont les 3 points importants de notre méthode? Les 3 points importants de notre méthode, c'est d'abord le fait qu'utiliser la surface articulaire de la rotule, ça élimine les anomalies rotuliennes, je l'ai dit, patella magna, ostéophyte, etc. Le point T sur le tibia est un repère osseux qui est toujours présent et qui permet de
de traiter les sujets qui ont des anomalies tibiales, que ce soit au niveau de l'insertion du tendon rotulien, de fracture du plateau tibial ou autre. Ce point T, il est toujours présent et on peut toujours l'utiliser. Et enfin, le ratio AT sur AP, ça élimine le problème de la mobilité de flexion à 30 degrés, parce que toutes les techniques comme Blackburn et Peel ou la technique d'Insole et Salvati, ça doit se faire à 30 degrés, en sachant d'ailleurs que quand ils ont décrit leur technique, ils n'avaient pas donné les limites en ce qui concerne patella alta et patella infera. Et donc, moi, la technique que nous avons décrite avec Gérard, elle est valable entre 10 et 80 degrés. Je peux vous dire qu'on l'a vérifié vraiment. Et alors, il y a d'autres points intéressants dans notre technique. C'est d'abord la seule technique qui permet de façon précise de faire un traitement chirurgical des rotules hautes ou des rotules basses. Dans les publications que l'on peut lire, elle est considérée comme la meilleure méthode en ce qui concerne la fiabilité et la précision et la reproductibilité intra- et inter-observateur. Et enfin, elle est valable chez les enfants, notamment dans cette publication de Tevelen Lemoine qui a été publiée dans le JBJS. C'est la meilleure technique pour les enfants. Alors, ce qu'on m'a reproché souvent, c'est qu'on ne peut pas utiliser notre technique, bien évidemment, dans les prothèses du genou, bien que certains l'utilisent. Alors, avec Jean Le Brudon, on avait pas mal réfléchi, et moi j'avais déjà commencé un peu à travailler là-dessus, et il est évident que le point T, c'est un point qui disparaît quand on fait une prothèse du genou, et donc il faut absolument trouver un substitut à ce point T. Donc, en réfléchissant, j'ai pensé qu'il fallait trouver deux éléments fixes pour déterminer un point T' également, uniquement pour les prothèses du genou. Et donc, vous voyez, c'est la corticale postérieure du tibia qui, en général, est toujours strictement parallèle à l'axe tibial. Au départ, j'avais pris l'axe tibial, mais... Et puis, le sommet de la tête du péroné, on trace la perpendiculaire au sommet de la tête du péroné, on a un point T'. Ce qui nous permet d'avoir une valeur de la hauteur de la rotule avec l'index habituel AT sur AP et un index relatif AP sur AT' que l'on pourra reproduire après une prothèse du genou. Donc vous voyez, après une prothèse du genou, on retrouve le point T', et ça permet, c'est un index relatif, et ça permet de savoir si vous avez modifié la hauteur de l'interligne lorsque vous avez fait votre prothèse du genou, si vous avez modifié la hauteur de rotule. Donc en général, quand on modifie la hauteur de rotule et qu'on a des pseudo-patella infera, comme ça a été décrit par Ronald Gosselmer, c'est qu'on a modifié la hauteur de l'interligne. Alors voici, donc dans une prothèse du genou, ce que je recommande, et j'ai fini, ne vous inquiétez pas, il faut mesurer la hauteur de rotule sur notre index habituel, parce qu'on sait très bien que faire une prothèse du genou sur une rotule haute ou sur une rotule basse, ça va poser des problèmes, surtout sur la rotule basse, mais au niveau de la rotule haute aussi, souvent on oublie cela. Et puis il faut modifier l'index relatif. Comme vous le voyez, non, je reviens en arrière, il faut mesurer l'index relatif qui vous permet de savoir si vous avez modifié la hauteur rotulienne et si votre interligne est au bon niveau. Alors je me suis amusé à regarder finalement toutes les publications qui parlaient depuis... le premier article de celui qu'il avait décrit, qui parlait de hauteur de rotule. Alors, vous voyez, Blumensatt, il y avait 216 publications, là, sur PubMed, mais depuis 38. Insole et Salvati, bien évidemment, c'est la plus ancienne, 452 depuis 71. Ça, c'est aujourd'hui. Hein. Blackburn et Peel, 154. Et vous voyez que notre index, depuis qui a été décrit vraiment en 82, on a quasiment 250 publications, et surtout depuis 2011. Et si on regarde sur ResearchGate, qui est un très bon portail pour les publications aujourd'hui, vous voyez qu'on a 626 citations, ce qui prouve qu'un article en français, même s'il est dans notre langue nationale, peut avoir un bon retentissement. Et puis, nous avons eu le plaisir et la joie avec Gérard d'être intégré dans un article historique de la Columbia University sur les ténors de la chirurgie du genou, et avec Gérard en voisine avec tous les anciens, que ce soit Osgood, Schlatter, que ce soit Sinding, Larsen et Johansen, etc. Et je vous recommande de lire cet article qui est assez sympathique et qui fait l'histoire de la chirurgie du genou. Voilà.
Et puis, je suis très ami avec Eduardo Salvati. Et avec Eduardo, je vous remercie de m'avoir écouté. Et nous discutons beaucoup de nos affaires avec Eduardo, que ce soit au niveau de la hanche, mais aussi de la hauteur de la rotule. Et notre compétition nous amuse beaucoup. Merci beaucoup.